Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Isabelle Limoges qui vient nous parler de la Fondation Jeunes en tête. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera le cerveau d'Albert Einstein. Eve Cardinal sera des nôtres, notre collaboratrice, puis un peu plus tard à l'émission, elle va nous parler pour sa part de stress et santé mentale au travail. Tout ça dans le menu de Folie douce de cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Mariem et la chanson s'intitule « Ma pauvre chérie ». Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis 25 ans. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Isabelle Limoges. Bonjour et bienvenue à Folie douce. Oui, bonjour Yvan, merci de me recevoir. Ben oui, merci d'être là. Vous êtes directrice générale de la Fondation Jeunes en tête. Exact. On va apprendre à mieux connaître cette fondation-là. On va évidemment donner les coordonnées plus tard, les gens qui veulent en savoir plus, mais comment on peut définir quelle est la Fondation Jeunes en tête? La Fondation Jeunes en tête, c'est une nouvelle entité qui regroupe deux fondations qui ont uni leurs forces tout récemment. On l'a rendu public au début du mois de février. Alors, la Fondation des maladies mentales s'est unie à la Fondation Québec Jeunes pour servir les jeunes de 11 à 18 ans partout au Québec. Pourquoi avoir fait parce qu'on a souvent entendu dans le passé la Fondation des maladies mentales qui était présente et tout ça. Je pense qu'il y avait eu un virage jeunesse d'une certaine façon dans les dernières années. Mm-hmm. Donc, pourquoi avoir senti le besoin? Est-ce que c'est une question de rassembler les forces ou c'était plus peut-être pour changer la mission? Bien, dans le milieu de la philanthropie, on s'attend à ça, à ce que les gens se regroupent pour servir les jeunes ou servir leur cause pour avoir plus d'impact. Alors, ces deux fondations-là, au fil du temps, se sont connues. Il y a 2 ans, les administrateurs de chacune des fondations se sont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore plus servir les jeunes. C'était 2 fondations d'expérience, une qui avait pris naissance en 1980, l'autre en 1995. Alors, c'est normal au cours d'une vie qu'on se pose la question comment peut-on progresser et encore faire mieux pour la cause qu'on sert. Et au fil du temps, il y a 2 ans, ils se sont dit, on va se regrouper avec une autre fondation qui travaille sur le même niveau de service que nous. Alors, c'est les jeunes. La Fondation de maladies mentales, comme vous l'avez dit, Yvan, elle avait fait ce changement il y a environ 3 ans. Ouais. Elle s'était recentrée sur les jeunes, vraiment pour travailler au niveau de la sensibilisation à la dépression, qui était vraiment son sujet, là où elle a une grande expertise. Et la Fondation Québec Jeunes, elle, depuis 1995, elle travaillait à financer des groupes communautaires qui interviennent sur des problématiques importantes, toxicomanie, prostitution juvénile, décrochage, aide au maintien à l'école, vraiment des choses importantes qui peuvent avoir un lien avec la santé mentale. Donc, au fil du temps, les fondations se sont connues et elles se sont dit, proclamons haut et fort la cause des jeunes, il faut s'en occuper, travaillons ensemble, on se regroupe donc, et on crée la Fondation Jeunes en tête. Avez-vous toujours été impliqué dans la précédente fondation avant que ça devienne Fondation Jeunes en tête? Vous êtes directrice générale ou si vous êtes arrivé après que l'association s'est produite? Je suis arrivée pour l'implanter. Donc, en novembre 2015, les administrateurs avaient décidé en juin de réaliser ce regroupement-là. Donc, à l'automne 2015, on a regroupé les employés des 2 fondations dans des mêmes locaux. On a accueilli une nouvelle directrice générale et puis de là, on a grandi. Et vous êtes où? Vous êtes à Montréal? On est près des bureaux de la Radio Centre-Ville. On est dans le plateau Mont-Royal, sur Mont-Royal, près de Saint-Laurent. Mais vous savez, Yvan, on sert tout le Québec. Alors, c'est à partir de Montréal. On est très présent dans la région de Québec et dans plein de régions administratives du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, une fondation? Parce que ça a un statut différent. C'est pas un organisme communautaire, c'est autre chose. Donc, une fondation, pourquoi ça amasse des fonds, ça crée des programmes, ça redistribue. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, je ne rentrerai pas dans les technicalités légales, mais une fondation, ça sert à ramasser de l'argent pour servir à quelque chose. Alors, à la Fondation, on fait 2 choses avec l'argent qu'on recueille. On réalise des programmes. On fait le programme solidaire pour la santé mentale directement dans les écoles. Donc, on emploie du personnel qui va dans les écoles rencontrer des jeunes. Ça, c'est un aspect de ce que fait la Fondation. Et l'autre aspect, c'est qu'elle redistribue l'argent qu'elle recueille
à des gens qui, eux, œuvrent directement auprès des jeunes. Donc, 2 choses, on peut rendre des services directs, mais aussi on redonne cet argent-là. Et ça donne des bons résultats, je pense, le côté approche dans les écoles, de démystifier les choses, que ce soit santé mentale ou d'autres problématiques, comme vous disiez. La santé mentale occupe quand même un point important pour les jeunes, comme pour les adultes, mais pour les jeunes, souvent, c'est peut-être plus dur à définir ou à se rendre compte que c'est des problèmes de santé mentale ou c'est des problématiques juste d'adolescence. Donc, il y a un âge important là, à démystifier, à informer la population. Tout à fait. Et il y a longtemps été pensé que les gens n'avaient pas de défis en santé mentale, que tout se passait bien. Il n'y avait pas de reconnaissance qu'il pouvait y avoir des enjeux de dépression à l'adolescence. Mais au fil du temps, avec la recherche, maintenant, ça, c'est devenu un acquis. On le reconnaît, les professionnels de la santé, de l'éducation le reconnaissent. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Fondation des maladies mentales a centré son expertise sur la prévention au niveau de la dépression chez les jeunes. Quand il est arrivé des événements historiques qui fait qu'on a décidé de se concentrer sur cette cause-là. Et en regroupant les 2 anciennes fondations au sein de la Fondation Jeunes en tête, bien, on le proclame haut et fort qu'il faut s'occuper des jeunes, il faut s'occuper des jeunes à cet âge-là, et la santé mentale, c'est un aspect très important de leur bien-être. Oui, il y a souvent eu dans le passé des grandes campagnes de publicité justement pour essayer le genre de campagne choc là, avec des messages qui font réagir les gens. Puis on se posait des fois la question nous-mêmes, on se disait est-ce que c'est mieux peut-être d'aller dans la société, chez les gens, dans les petits groupes, puis peut-être la sensibilisation, puis le changement se fait peut-être mieux que des grandes envolées là, publicitaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, je sais qu'il faut toucher les gens dans leur cœur. Et quand on est devant un jeune, quand on est devant n'importe quel être humain, on communique bien. C'est ce qu'on fait à la Fondation. On embauche des jeunes qui parlent à des jeunes. Alors, est-ce que je peux vous donner un exemple de ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on avait 5 équipes de 10 animateurs jeunesse formés. Ils ont quoi? Entre 20 et 26 ans, peut-être? Alors, ils étaient sur le terrain dans 5 lieux différents. Chacun d'entre eux a rencontré de 2 à 3 à 4 classes d'élèves. Donc, on parle à chaque fois d'une trentaine d'étudiants. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, on leur parle des signes et symptômes de la dépression pendant 60-75 minutes. Et là, on connecte. Là, c'est important. Alors, on n'est pas dans la publicité. On est dans le très concret, proche, et on parle positivement. On parle d'espoir. Et qu'est-ce qui vous revient comme retour, comme ce qu'on appelle le feedback, là? Qu'est-ce que vous apprenez le plus, justement, de ces contacts-là avec les jeunes? Ça a de l'impact. Ça a de l'impact. On sait comment. Écoutez, on demande aux écoles de nous remplir un formulaire d'évaluation d'appréciation. On en reçoit plus de 85 %. C'est extrêmement élevé. Alors, les écoles prennent le temps de nous dire qu'on a fait une différence. À chacune des classes qu'on rencontre, il va y avoir un nombre important de jeunes, de 1 à 3, qui vont venir nous voir pour parler spécifiquement de ce qu'ils ont appris et aller un petit peu plus loin, aller dans les confidences, nous demander de l'aide, établir un rapport encore plus personnel. Et bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre ce jeune-là puis on va le référer aux gens spécialisés dans son école. On va s'assurer qu'il utilise bien les ressources du milieu. Alors, il y en a de l'impact. Parce qu'imaginez, à chaque jour, on va rencontrer des jeunes comme ça. Au final, depuis 1998, on en a vu 1 million de jeunes et des adultes qui travaillent avec eux. Alors, forcément, il y a de l'impact, de la sensibilisation, de la prévention. Isabelle, comment vous trouvez, est-ce que la société québécoise s'occupe bien de sa jeunesse? En général, vous avez une belle initiative, puis c'est vraiment un processus qui se poursuit, puis qui est là, puis qui va certainement donner des résultats. Mais en général, la société, est-ce qu'on s'occupe assez bien? C'est quand même un peu l'avenir de la société, là. C'est une belle question. J'ai envie de répondre comme parent. J'ai des jeunes. Moi, je pense que de plus en plus, là, cette tranche d'âge-là, on en parle. Est-ce que c'est parce que ils sont très, encore plus présents dans nos vies à cause des médias sociaux, ils sont très allumés, ils sont très actifs, ce qu'on appelle les jeunes générations, les générations Z et tous les plus petits. Ils sont très présents, ils prennent leur place, ils ont appris à jouer, à être là. Alors, forcément, on s'en occupe plus. Est-ce qu'on s'occupe de tous les jeunes dans toutes les classes partout au Québec? Bien, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organismes, beaucoup de gens d'écoles qui font leurs efforts. Il y a toujours moyen de faire plus.
Mais je suis contente de ce qui se passe. Et ça, je vous le donne. Effectivement, les jeunes on a l'impression qu'ils sont moins à la merci. Ils n'attendent pas qu'on leur donne leur place. Comme les autres générations auparavant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de communication. Aujourd'hui, on peut très bien produire soi-même des vidéos, prendre sa place, être d'une certaine façon connu, faire connaître ses idées beaucoup plus facilement qu'autrefois. Donc, ça aide peut-être aussi. Hein. Tout à fait. Ce qu'on me rapporte aussi du terrain, c'est que c'est facile de discuter de santé mentale avec les jeunes. Nos animateurs ne font pas nécessairement face à un bloc de résistance. Là. Premièrement, ils sont habitués de faire parler les jeunes. On les choisit pour ça. Ils ont ces habiletés-là. Mais les commentaires qu'ils reçoivent sont positifs. Il y a des questions qui sont posées dans la classe. Les jeunes veulent en parler. Et on n'aurait peut-être pas pensé qu'il y a 20 ans, ça aurait été le cas. Mais il s'est passé des choses dans la société qui font les jeunes prennent plus de place, ils parlent d'eux, ils ont appris à parler d'eux et ils prennent des mots tout à fait normaux pour parler de situations de santé mentale. Comment on fait? Vous êtes partout au Québec, donc vous êtes physiquement à Montréal, mais vous donnez des services partout au Québec, vous essayez de toucher le plus de milieux possible. Comment les gens en font? En général, vous avez une publicité pour dire aux écoles que vous êtes disponible pour venir ou comment ça fonctionne? Bien, c'est très simple de demander cette animation-là solidaire pour la santé mentale parce que ça fait longtemps qu'on le fait. Alors, on a établi un bon lien avec les écoles. À chaque année, on écrit aux écoles, on leur rappelle qu'ils peuvent demander notre visite parce qu'elle est gratuite. Il faut que je le mentionne, elle est gratuite, elle est bilingue, alors on se déplace facilement. On a une vraie personne qui répond au téléphone. C'est pas un ordinateur. Vous appelez à la Fondation et on va vous demander où vous êtes, combien de jeunes on va voir et puis à quel moment vous aimeriez nous recevoir. Et on va orchestrer ça. Alors, on a des jeunes qui se déplacent avec une voiture fournie par la Fondation et on va vous rencontrer. Tout simplement. Comment vous voyez peut-être les 10 prochaines, les 20 prochaines années justement de la Fondation Jeunes en tête que vous dirigez, maintenant que ça regroupe finalement toutes les forces vives là, en termes de fondation? On avait 2 grosses fondations dans le fond, puis en vous unissant. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez un peu une idée des prochaines années? Avec beaucoup d'enthousiasme, je pense qu'on a créé un tremplin philanthropique très intéressant. C'est un tremplin pour faire toutes sortes de choses. Premièrement, les groupes communautaires à qui on donne un petit soutien financier, bien, ils peuvent pousser les écoles de leur région à faire appel aux services de santé mentale, aux services de prévention en santé mentale. Les écoles peuvent nous introduire à des groupes communautaires. Alors, ce que je vois dans les 10 prochaines années, c'est plus d'interaction dans différents groupes communautaires. Je rappelle toujours les secteurs d'intervention, la lutte au décrochage, la persévérance scolaire, la lutte aux dépendances, la lutte à l'intimidation, la violence. Alors, je vois plus de liens là-dessus, mais je ne pourrais pas vous donner exactement le concret. C'est pour ça qu'on s'est lancé, pour ouvrir les possibilités qui vont se dessiner et être créatifs. Oui, vous vous adaptez, évidemment. Oui, effectivement. tout à fait. Ah, oui. C'est presque déjà fini, mais j'aimerais ça qu'on puisse mentionner les coordonnées. Les gens qui veulent savoir tout ce que vous faites, comment ça fonctionne, vos coordonnées, la mission, tout ça, je pense que le site Internet, c'est peut-être le meilleur endroit. Et oui, et quand vous allez venir sur notre site Internet, vous allez être accueilli par notre porte-parole, oui, Stéphane Bellavance, qui vrai. est bien connu avec les émissions géniales et au suivant. Alors, en un seul mot, Fondation Jeunes en tête.org. Fondation Jeunes en tête au pluriel, hein, .org. Et un numéro de téléphone qui est très simple, 514-529-1000. Vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce qu'on fait. Il y a évidemment tous les gens qui souhaiteraient aider au financement. Il y a toujours possibilité de faire un don. Et c'est très simple, vous demandez une animation, vous demandez comment on peut vous aider et on va être là pour vous. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été des nôtres. Merci. Grand plaisir, Yvan. Merci. Bonne continuité. Merci. Donc, Isabelle Limoges, directrice générale de Fondation Jeunes en tête. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Vous voulez participer à Folie douce? Vous avez des suggestions? Téléphonez à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant l'un de nos moments favoris. Alors, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Le moment favori, donc l'espresso. Et cette semaine, ton sujet, c'est le cerveau d'Albert Einstein. Oui. On le connaît, lui, je pense. Oui. Oui, jamais connu. Ça a l'air d'un sujet quand même un scénariste de film n'aurait pas pu inventer.
Oui, on pourrait dire ça. En fait, l'article que j'ai pris sur Internet s'intitule « Le vol du cerveau d'Albert Einstein », parce que son cerveau a réellement été volé. A déjà été volé? Oui, ça s'est vraiment passé. Je vais vous lire quelques passages de cet article qui a été écrit par Mme Bess Lovejoy, qui est écrivaine. Albert Einstein, j'en ai déjà parlé par le passé. J'ai déjà lu des citations de lui. C'est un homme que j'admire beaucoup. Savoureuse, les citations. Oui, un grand génie et un pacifiste. Mais voici quelques passages de l'article donc, de Mme Lovejoy. Elle nous dit « Nous sommes obsédés par le corps des morts célèbres. Il y a 62 ans avait lieu l'un des plus célèbres vols de l'histoire du 20e siècle. L'objet du larcin n'était pas un tableau hors de prix ni un bijou étincelant, mais un organe, un morceau de chair rosé, plein de replis qui pourrait peut-être permettre de percer certains des plus mystérieux secrets de l'univers. C'est du moins ce qu'espérait le voleur. » Le voleur était médecin en passant. L'organe en question, un cerveau, appartenait à Albert Einstein, qui n'aurait sans doute pas apprécié de savoir qu'il allait être prélevé, disséqué et examiné dans des laboratoires de tous les États-Unis pour finir par être exposé dans un musée médical. Einstein, qui mourut le 18 avril 1955 à l'âge de 76 ans, avait laissé des consignes claires sur ce qu'il voulait qu'il advienne de son corps après sa mort. Et cela n'incluait rien de ce qui est arrivé à son cerveau. Il avait demandé à ce que son corps soit incinéré et que ses cendres soient dispersées dans un endroit secret. C'était un principe auquel il tenait, une réaction contre l'admiration qu'il avait reçue durant sa vie et qui le mettait mal à l'aise. Si nous le considérons aujourd'hui comme l'incarnation même du génie, Einstein pensait quant à lui qu'aucun homme ne méritait le type d'admiration qu'il avait reçu. Il trouvait cela injustifié, de mauvais goût. L'idée le terrifiait. Il avait dit « Je voudrais être incinéré afin que personne ne puisse idolâtrer mes ossements. » Il avait confié ça à son ami et biographe Abraham Pace. Le sort du cerveau d'Einstein apporte un épilogue bien ironique à cette demande. Alors que les ossements d'Einstein et la majeure partie du reste de son corps étaient incinérés et que ses cendres étaient dispersées conformément à sa volonté en un endroit secret du fleuve Delaware, sa matière grise connaissait un destin tout autre. C'est un peu macabre comme article. Mais là, attends, ils n'ont pas brûlé son cerveau? Non, mais ils n'ont pas suivi ses volontés de l'incinérer. Oui. Thomas Harvey, le pathologiste en charge de l'autopsie d'Einstein au Princeton Hospital au New Jersey en 1955, prit une scie chirurgicale pour découper le crâne, puis des ciseaux pour extraire le cerveau le plus célèbre du siècle, et il le conserva. Il faut dire pour la défense de Thomas Harvey qu'il ne s'agissait pas là d'une pratique tout à fait inhabituelle. Il arrivait fréquemment à l'époque que les hôpitaux prélèvent des organes intéressants ou inhabituels pour les étudier sans avoir l'autorisation explicite du défunt ou de sa famille. Durant les dernières années de sa vie, Thomas Harvey affirma que la famille d'Einstein avait autorisé l'autopsie. Les cerveaux sont fréquemment prélevés pour analyse lors des autopsies. Et Otto Nathan, l'exécuteur testamentaire d'Einstein, était présent lors de l'horrible opération à la scie et aux ciseaux chirurgicales. C'est un peu... Comment ça se fait que l'exécuteur, il y a pas, c'est lui qui suit les règles, puis il y a pas... Il y a eu des pressions, probablement. Il a décidé que ça marchait pas. Là, on n'explique pas ça, mais c'était quand même une pratique courante. Oui. Si on recule à 1955. Et surtout, chez un personnage aussi connu, c'est peut-être pas le plus grand génie de la Terre, mais peut-être le plus connu là, à une certaine époque. Scientifique. Oui, scientifique, oui. Quoique certains pourraient essayer de te convaincre que c'était, oui, le plus grand génie à l'époque. Mais, ensuite, je poursuis la lecture dans l'article. On dit « La famille protesta. Le cerveau n'aurait jamais dû être conservé. Thomas Harvey reçut néanmoins leur accord
rétroactif par la suite, mais seulement après leur avoir assuré que le cerveau ne servirait qu'à des fins scientifiques et que les résultats ne seraient publiés que dans des revues scientifiques et donc pas la page centrale de Life Magazine. Il l'a gardé à l'université Princeton, il l'a pas amené chez eux. Là. Ah oui, il l'a amené chez eux. Tu vas voir plus loin dans l'article, même qu'il l'a amené assez loin aux États-Unis. Thomas Harvey n'était pas lui-même un grand spécialiste du cerveau, mais il participait à la longue tradition consistant à essayer de percer les secrets des cerveaux célèbres en analysant leur architecture. Tradition existant depuis le milieu du 19e siècle, époque à laquelle les techniques de conservation du cerveau permirent aux scientifiques de mieux connaître sa composition. L'étude fut aussi considérablement aidée à la fin des années 1800 par l'apparition de sociétés de dons de cerveau, dans lesquelles d'éminents Américains ou Britanniques s'offraient mutuellement leur cerveau à des fins d'analyse. Ce fut néanmoins en France que la toute première, la Société mutuelle Thomas Harvey a pu être influencé par l'étude du cerveau de Lénine. On va poursuivre de toute façon, Pierre, plus tard dans l'émission, justement, sur le cerveau d'Albert Einstein. Merci, Ghislain et Pierre, pour votre participation à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons notre collaboratrice Ève Cardinal qui nous présente son sujet « Stress et santé mentale au travail ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet « Le cerveau d'Albert Einstein ». Vous entendrez aussi en chanson « Crier tout bas » de Cœur de Pirate et « Puzzle » de Barcella. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis maintenant 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, en moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Ben, c'est avec plaisir que je reçois à nouveau Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Bonjour, tu nous amènes toujours des chroniques intéressantes sur la santé mentale, sur différentes problématiques. Aujourd'hui, on parle de stress et santé mentale au travail, dans le milieu du travail, qui est un grand fléau, là, qui est une grosse problématique. Bien, effectivement, puis on en parle là, de plus en plus fréquemment. Disons que dans notre société, on commence à s'ouvrir un peu là-dessus, mais c'est quand même un sujet qui est avec les initiatives comme Belle Cause et tout. Mais reste que c'est toujours un enjeu en milieu de travail et pour les gens au niveau des ressources humaines et pour les employeurs et pour les employés. Okay? Ouais. Je vais donner un exemple concret. Si tu es malade, tu as la grippe, tu vas te dire « Bonjour, je suis malade, j'ai la grippe ». Mais si tu te sens dépressif ou que tu as une peine d'amour ou quelque chose qui touche ta santé mentale, c'est encore tabou d'exprimer ouvertement. Hein, c'est même vu comme une faiblesse, disons, d'avoir un problème de santé mentale et par exemple, s'absenter du travail, tout ça pour un problème de santé mentale. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais le stress, on en parle. Le stress est présent dans notre vie de tous les jours. Il est présent dans nos relations sociales, familiales, dans notre relation avec l'apparence. Mais il est aussi très présent au travail parce que le travail occupe pour nous, veut pas, une grande partie de notre vie.
Parfois, on choisit pas notre famille, mais on peut choisir de ne pas l'avoir. On choisit nos amis, généralement, mais on choisit pas nécessairement ses collègues de travail. Donc, en milieu de travail, on peut dire qu'il y a souvent des relations aussi qui touchent l'interactivité, mais qui touchent aussi le moral des gens. Des fois, le milieu de travail est en mutation. Des fois, le milieu de travail n'est plus ce qu'il était. Donc, il y a toutes sortes de facteurs là, psychologiques et aggravants ou qui peuvent faire en sorte que, en fait, à un moment ou un autre dans notre vie, puis ça n'a pas à être récurrent nécessairement, mais ça peut être, en fait, des facteurs qui font en sorte qu'on passe momentanément des périodes de stress importantes au travail qui font en sorte que ça affecte la santé mentale. Et on a l'impression que depuis que l'informatique est arrivée dans les bureaux, ce qui devait nous rendre la tâche plus facile, on a l'impression qu'on a 10 fois plus de travail qu'avant. Avant ça, on laissait à la personne le temps de régler une lettre ou taper une lettre, je sais pas, à la machine ou quoi, peu importe. Aujourd'hui, c'est comme instantané. Il faut que tu reçois un courriel, tu dois répondre. Donc, il y a toujours une pression qui est supplémentaire que tu n'avais peut-être pas avant. Tu avais le fax qui rentrait, mais tu peux toujours dire « je ne l'ai pas reçu ». C'est quoi que ça veut dire, un fax? Ouais, non, mais tu as totalement raison là, à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on est sursollicité dans la vie en général et on est sursollicité au travail et plus on en donne, plus on en demande. Ouais. Hein? Donc, ça devient une roue et un cercle vicieux qui fait en sorte que le stress se développe. Et puis, justement, là, Yvan, selon la Commission de la santé mentale du Canada, il y a près du quart de la population canadienne qui vit des problèmes de santé mentale au travail. Le quart, c'est quand même pas mal. Puis là, on ne parle pas nécessairement de perdre la carte ou quoi que ce soit, mais on parle surtout des problèmes d'angoisse, des problèmes d'anxiété, des problèmes de manque de confiance en soi et qui sont dus souvent à une surcharge de travail et à une mauvaise compréhension et de soi-même et de l'entourage par rapport à la situation que génèrent ces facteurs en milieu de travail. Et peut-être ça paraît pas tant que ça parce que les gens continuent à aller travailler, sauf qu'en l'intérieur, ils vivent quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de grandir, puis ça peut aller dans quelque chose de plus grave éventuellement. C'est ça qui est plus dangereux, même de ne pas voir ce qui se passe. Des fois, ça se travaille sur un long terme, puis les conséquences peuvent être graves après. Mais il y a un adage qui dit qu'il faut bien aller gagner son pain, et c'est vrai, à un moment donné, on n'a pas le choix. Mais souvent, justement, les conséquences là, de ce que je te disais du corps des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale au travail, bien, souvent, ça génère de l'absentéisme, hein, on s'en doutera, c'est-à-dire que les personnes s'absentent souvent et plus souvent qu'elles ne, entre guillemets, le devraient, hein, parce que ça, c'est dur à juger encore là à ce niveau-là. Et ça engendre aussi du présentéisme. Oui. Ça veut dire, on file pas, mais on n'ose pas le dire. C'est dans la tête. On fait acte de présence. Se présente et notre tête, comme on dit, n'est pas tout à fait là. On peut être assis devant son bureau, devant un ordinateur, mais rien faire de la journée ou à peu près. Hein, des fois, il y en a qui disent. Puis là, il y a des nouvelles façons de faire du management qui disent, OK, ben on va y aller plus avec les objectifs atteints que le nombre d'heures que ça va un peu avec ça. Donc, tu peux aussi avoir certaines problématiques dans ta vie privée et psychologique qui vont en fait t'affecter en milieu de travail, ce qui fera en sorte que, comme on dit en bon français, t'es là, mais t'es pas là. Oui. Je veux souligner, d'ailleurs, je ne veux pas nommer nécessairement des compagnies, mais il y a quelques compagnies que j'ai lues sur ces compagnies-là qui ont une autre approche avec leurs employés. Il y en a même qui laissent, par exemple, des vacances illimitées. Les gens pourraient te dire, ben, les gens vont exagérer. Non, effectivement, ils ne vont pas exagérer. Ils vont plus opter sur, il y a un travail à faire. Si le travail est fait, donc, soit que tu t'arranges, tu en fais plus, puis tu décides de prendre des jours de congé, des choses comme ça. Fait qu'au moins, il y a des compagnies, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus que ça, qui font attention à leur potentiel humain, parce que c'est ça la compagnie. La force d'une compagnie, c'est les gens. C'est pas les murs, c'est pas les ordinateurs, c'est le monde. Puis des compagnies qui ont compris ça sont gagnantes. Oui, comme tu dis, on n'est pas encore rendu à une ère complètement robotisée, puis on ne souhaite pas que ça arrive non plus. Mais comme tu le mentionnes, puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que notamment dans les pays scandinaves, il y a beaucoup cette notion-là de santé mentale et de bonheur au travail. Donc, comme tu disais, je ne pourrais pas dire au niveau des vacances illimitées, mais par exemple, le télétravail. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si tu vis une situation que tu es plus anxieux, tu n'as peut-être pas envie d'aller en plein milieu de la rue, prendre le métro, voir des gens nécessairement que tu sens qu'ils ne te comprennent pas nécessairement. Donc, tu sais, c'est une façon de redistribuer le travail qui est très intéressante puis qui peut être très novatrice et très lucrative en plus. Oui, des employés heureux, ça travaille mieux.
Ça, c'est ça, je crois à ça. Absolument. 200%. Puis, notamment, en passant dans les facteurs les plus aggravants de santé mentale au travail, c'est quand il y a de la discrimination due aux préjugés qui peuvent aggraver encore plus la détresse et la souffrance psychologique au travail. Alors, une personne qui déjà se sent pas bien psychologiquement pour X, Y, Z raisons, en fait, si elle subit des facteurs psychologiques ou qu'elle se sent jugée, ça peut aggraver beaucoup, en fait, la notion de bien-être au travail. Oui. Est-ce que les services sont suffisants en général dans les entreprises ou dans les... Est-ce qu'on a des recours, en fait, comme employé? Est-ce que les gens peuvent justement avoir de l'aide? Parce que dans les grandes entreprises, on peut comprendre qu'il y a des départements de ressources humaines qui ont sûrement un service, mais autrement... Ben en fait, ça, tout est relatif. Hein, ça dépend encore une fois quel est ton lieu de travail. Là. Je veux dire, là, moi, je te parle de nécessairement plus peut-être des bureaux, mais on peut travailler dans une manufacture, on peut travailler dans une shop, on peut travailler dans un bureau, on peut être politicien, on peut être, je veux dire, en tout cas, tous les métiers existent. Bon, il y a certaines entreprises qui se sont dotées de comités de santé et de sécurité au travail. Encore, malheureusement, ce ne sont pas toutes les entreprises. Mais notamment, et souvent dans les organismes gouvernementaux, mais de plus en plus aussi dans les organismes à but non lucratif et dans les entreprises privées, parce qu'à un moment donné, il y a une certaine pression qui font en sorte, et tant mieux, qu'ils n'ont pas le choix de former ce tel type de comité. Il y a souvent un mandat qui favorise la santé mentale au travail, donc des mandats de formation. Hein. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut former aussi les employeurs et les dirigeants et les personnes qui sont chefs, disons, des ressources humaines en entreprise sur cette réalité-là. Et il faut aussi sensibiliser les employés à prendre des mesures eux aussi, parce que là, quand on dit là, il y a une nouvelle tendance qui dit dernièrement, oui, ça existe des problèmes de santé mentale, mais tu es responsable de ta santé mentale. C'est totalement vrai, autant qu'on est responsable de sa santé physique, mais parfois, il y a des facteurs qui sont hors de nous, qui font en sorte qu'on ne se sent pas bien. Puis ça, au travail, en fait, il faut aussi que ce soit bien compris. Hein. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je veux dire, si je développe un cancer, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est parce que je fume ou que tout ça que je suis, oui, peut-être, mais que, tu sais, donc, on est responsable de sa santé mentale, mais en même temps aussi, il faut comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui font en sorte que ça arrive et qu'on n'y peut rien, qu'on peut juste aller mieux et guérir. On disait des fois les événements stresseurs, que ce soit positif ou négatif, quand quelqu'un en vit beaucoup en peu de temps, ben des fois ça arrive comme ça, c'est trop, là, puis la santé mentale n'est pas capable de gérer. Absolument. On dit souvent que les facteurs de stress dans la vie, ça peut être une mortalité, un déménagement, un divorce, un deuil. Donc, dans ces situations-là, c'est pas nécessairement des situations qu'on contrôle. Alors, il faut qu'en milieu de travail, on puisse s'adapter à ça puis continuer à fonctionner, à se sentir quand même respecté et bien là-dedans. Mais si je peux me permettre, peut-être j'ai quelques petits conseils pour avoir une bonne santé mentale au travail. Donc, on peut faire qu'est-ce qu'on peut contrôler aussi. Oui. Alors, c'est prendre ses pauses. Hein? Y en a qui disent « Ah, t'attends juste à ta pause café », mais c'est sain aussi de prendre une pause des fois pour mieux se recentrer sur son travail, puis en profiter, puis parler de d'autres choses. Autre chose que le travail, effectivement. Oui, avec ses collègues. De participer, des fois, il y a des programmes quand même de mieux-être. On n'est pas obligé d'aller faire du yoga en milieu de travail parce que c'est ça qu'on est supposé de faire pour se sentir mieux, mais faire des activités, peut-être, dans le cadre du travail qui sont proposées et qui conviennent à nos intérêts et à notre personnalité. C'est aussi d'aller chercher du soutien auprès des collègues en qui on a confiance. Parce que ces gens-là, oui, c'est important de faire la séparation entre le travail, la vie professionnelle et personnelle, mais nous côtoient à tous les jours, donc peuvent être placés des fois pour nous appuyer, puis partager peut-être un peu sans tomber, là, excuse-moi le mot un peu vulgaire, dans la bitcherie, mais de partager certaines pressions puis certaines frustrations qui peuvent se produire en milieu de travail. Donc, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, ça c'est recommandé sur même le site du gouvernement. En tout cas, on en pensera qu'est-ce qu'on veut, mais c'est ça qui est écrit. On voit plus souvent les collègues de bureau que même notre entourage, parce que dans une semaine, 7h30, 8h, passer au travail, on voit beaucoup de monde, là, des fois plus que nos proches. Absolument, mais oui, dans certains cas, on voit plus souvent, en fait, nos collègues de travail que notre propre blonde, chum, même nos enfants. C'est un peu pathétique, mais c'est ça quand même, hein, malheureusement. Ouais. Et
il ne faut pas se gêner aussi pour demander de l'aide. Hein? Puis justement, tu me demandais, il y a maintenant plusieurs organismes, entreprises qui offrent un programme de soutien aux employés. Puis ça, en fait, habituellement, je te parle objectivement, mais en tant pour une opinion personnelle, je crois que chaque organisme, entreprise devrait avoir ce programme-là pour s'assurer, en fait, du bien-être des employés parce que peu importe, à un moment donné, si tu as trop de roulement, des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, eh bien, c'est pas mieux pour l'employeur. Et quand ça passe par l'argument économique, quand les dirigeants comprennent que ça coûte de l'argent d'avoir un employé qui n'est pas bien, ben, je veux dire, ils vont tout faire, même investir pour qu'il soit bien, pour éviter justement qu'il y ait un... C'est peut-être heureusement ou malheureusement, dépendant comment on le voit, ce qui commence à être le déclencheur du fameux hashtag jase pour la cause, belle pour... Tu sais, il y a tout le temps des arguments, comme tu le dis, économiques derrière ça, qui font en sorte que c'est avantageux en fait, d'essayer de mieux comprendre, mais tant mieux aussi pour les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, de se sentir mieux compris dans un environnement de travail. Et je terminerai là-dessus, Yvan. Malheureusement, par contre, aussi dans le facteur d'embauche, il y a énormément de préjugés encore. Hein? C'est-à-dire que normalement, il y a personne qui va aller dire qu'il a déjà souffert en entrevue dans un facteur d'embauche d'un problème de santé mentale, quel qu'il soit. Et il y a énormément encore de tabou là-dessus. Il y a des gens qui sortent de burn-out, de dépression, qui ont de la misère à se retrouver un emploi. Alors ça, je crois que c'est très important d'être informé là-dessus, puis d'être sensible à ça, parce que ça touche 1/5 des Canadiens, la santé mentale. Merci beaucoup, Ève, pour ton plaisir. sujet. Donc, stress et santé mentale au travail. Merci. À une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, le cerveau d'Albert Einstein, dont tu nous disais le vol. En fait. Le vol, oui, du cerveau d'Albert Einstein, oui. Alors, je poursuis ma lecture de cet article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Mme Bess Lovejoy, qui est écrivaine. Le titre de l'article, si vous voulez le voir sur Internet, ça s'appelle comme ça, « Le vol du cerveau d'Einstein ». Alors, je poursuis ma lecture. Il fallut des décennies pour que finisse par apparaître la première histoire sur le cerveau d'Einstein. Le docteur Thomas Harvey savait qu'il n'était pas neurologue et après le conflit avec la famille d'Einstein, il resta néanmoins quelque peu réticent à l'idée de donner des morceaux du cerveau aux autres scientifiques. Au lieu de cela, il le conserva chez lui, comme je t'avais dit, Ghislain, et après avoir été renvoyé de son travail pour des raisons qui demeurent quelque peu obscures, il voyagea à travers les États-Unis, soit du New Jersey au Kansas, puis au Missouri, avant de revenir au New Jersey, toujours accompagné du cerveau, recouvert d'une sorte de substance plastique et divisé en plus de 1000 tranches et morceaux. Oui, mais il promenait pas pour obtenir de l'argent. Non, là. du tout, non. C'est plus pour faire des recherches. C'était dans un pot. J'ai déjà vu une émission spéciale là-dessus. C'est avec du formol, je pense. Okay. D'après Brian Burrell, Thomas Harvey le conservait chez lui dans une caisse cachée sous un petit frigo. En 1985, la neuroanatomiste Marianne Diamond de l'Université de Berkeley publia une étude suggérant qu'Einstein avait un plus haut taux de cellules gliales par neurone dans une partie de son lobule pariétal inférieur gauche. Là, on devient plus... Je ne pourrais pas dire où ça se trouve exactement. Non. Mais c'est une zone impliquée dans les raisonnements complexes et l'interprétation des stimuli visuels. Et en passant, certains pourraient être surpris d'apprendre que le cerveau d'Albert Einstein n'était pas plus gros, soit plus volumineux qu'à la moyenne, même qu'il était un peu légèrement plus petit, mais sa composition était différente, ce qui pourrait signaler une utilisation accrue des tissus cérébraux dans cette zone. L'étude fut vivement critiquée en raison des méthodes employées depuis la présentation sélective des données au groupe de contrôle composé d'anciens combattants décédés anonymes, en passant par l'état de l'échantillon du cerveau d'Einstein, qui après tout était resté dans la cachette d'Harvey durant 30
30 ans avant que Marianne Diamond ne finisse par le recevoir après de multiples demandes. Il n'y a personne qui s'est rendu compte que le cerveau n'était plus là. Il y avait juste un gars qui travaillait sur le cerveau. C'est assez spécial que toutes ces années-là... Écoute, je pense que oui, mais le cerveau était tellement... il était rendu au Kansas. On savait plus trop il était où. Oui, mais la famille, si la famille ne voulait pas se mêler de l'histoire, il n'y avait pas à le rapporter ni de le mettre en lumière non plus. Mais d'autres études ont présenté d'autres différences étonnantes, mais elles sont, elles aussi, assez controversées. Plusieurs problèmes se posent. Le cerveau a un fonctionnement extraordinairement complexe. Certains vont jusqu'à dire que c'est l'objet le plus complexe de l'univers, ce qui explique en partie, mais en partie seulement, pourquoi il est si difficile de localiser ses fonctions. N'en déplaise à tous les chercheurs qui affirment avoir trouvé la région du cerveau qui s'allume, entre guillemets, lorsque l'on joue au tennis ou que l'on triche à un examen de mathématiques ou que l'on pense à Dieu. C'est une des planètes les plus compliquées encore de la connaissance humaine. Apparemment, oui. Ouais. En outre, le cerveau se modifie au fil de la vie et des apprentissages, comme en témoigne le désormais célèbre grossissement de l'hippocampe chez les chauffeurs de taxi londoniens. Quelque chose que j'ignorais. Peut-être que je pourrais faire un espresso là-dessus un peu plus tard. Alors, ceci nous amène à la question de l'œuf et de la poule. Einstein a-t-il pensé de cette manière, en voulant dire toutes ces découvertes, parce que son cerveau était ainsi ou vice-versa? Pour compliquer encore un peu plus les choses, les cerveaux morts, aussi bien conservés soient-ils, présentent un aspect très différent de celui des cerveaux vivants. Oui, ça pourrait être un mélange des deux. Peut-être. C'est ça, ses connaissances et son cerveau. Probablement que le cerveau perd tout de suite ses propriétés assez rapidement une fois qu'il est mort aussi. Là. Oui. Enfin, il y a le fait qu'Einstein était un cas particulier. Difficile de trouver un autre échantillon de cerveau de génie avec lequel le comparer. Mais une autre question plus fondamentale se pose également. Thomas Harvey a-t-il pris le cerveau d'Einstein uniquement pour en étudier l'architecture ou quelque chose de moins scientifique était-il à l'œuvre? Pourquoi sommes-nous à ce point obsédés par le corps des morts célèbres en général? Après tout, Einstein était loin d'être la seule célébrité dont la dépouille fait les gros titres des journaux. Voyez tout le tapage qui a été fait autour de Richard III d'Angleterre, dont on a découvert la dépouille sous un parking avant de l'enterrer à nouveau avec tout le faste dû à son rang. C'est une question que je me suis posée, nous dit Mme Lovejoy, et quelque chose que les gens me demandent lorsque je donne des conférences. Juste pour est-ce que son cerveau a été détruit ou il est encore intact? Aux dernières nouvelles, oui. Oui, il est encore conservé. Quand on l'a retrouvé, c'était dans un pot, dans du formol. Il est encore en assez bon état. Puis on a fait des coupes, comme on a dit plus tard, on l'a étudié, on a fait des coupes avec l'équipement moderne qu'on a pour... on peut prendre des photos là, en lamelles. OK, mais il n'a pas été incinéré ou non, quoi que ce soit? Non, je ne pense pas. Alors, je devrais m'arrêter ici. Ceux qui veulent lire la suite de l'article, ça s'appelle tout simplement « On a volé », c'est-à-dire le vol du cerveau d'Einstein de Mme Bess Lovejoy. Bien, merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation également. Beau sujet cette semaine, encore une fois. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. On y va avec la nomenclature des chansons. Oui. En ma compagnie, Ghislain Malo. On a écouté en début d'émission Ma pauvre chérie de Marianne. On a pu entendre 100 pas de Joël Saint-Pierre. En deuxième demi, on a écouté Crier tout bas de Cœur de pirate. Et à l'instant, Puzzle de Barcella. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre à la mise en onde. Merci à toi. Oui, merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as parlé du cerveau d'Albert Einstein. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Notre invitée en début d'émission, Isabelle Limoges, nous a parlé de la Fondation Jeunes en tête. C'était intéressant de voir les forces vives qui se font au niveau de la santé mentale et des jeunes. Notre collaboratrice, Ève Cardinal, nous a parlé pour sa part en deuxième demi de stress et santé mentale au travail. Donc, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
bop 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 do bop 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 da da bop 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 bop.